La France, elle a une tradition historique d'excellence dans l'optimisation sous contrainte aux deux extrémités du spectre économique, l'individu tout seul dans son coin et la grosse boîte. On est très bon dans la gestion des grands systèmes complexes. Donc on a historiquement en France produit de la norme intelligente qu'on a diffusée à large échelle, le système métrique, la délégation de services publics, la TVA, enfin plein de trucs. Et plus récemment, la législation extra-financière sur les entreprises. Donc on est capable de faire de la norme intelligente qu'on exporte. Et par ailleurs, on a créé souvent un champion mondial dans chacune des industries qui étaient compliquées. Dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans le train. Donc les gros BTP, enfin, dans les gros machins compliqués, on a fait un très bon système hospitalier, on a fait un très bon système électrique, on a fait, enfin voilà. Donc dans les gros machins compliqués, on est bon. Or, résoudre le problème, c'est un gros machin compliqué. C'est un énorme machin indémerdable. Donc on devrait y aller, on devrait foncer parce que on aurait un avantage concurrentiel. Les importations en pétrole, en gaz, en charbon en Europe étaient tout en déclin. Et en plus, on n'a pas de ressources. Est-ce que paradoxalement, ça ne pourrait pas nous mettre dans une situation un peu plus avantageuse que les autres, dans la mesure où ça nous oblige, quelque part, à attaquer le problème plus rapidement? Et j'ai envie de dire, nos villes existent depuis longtemps, elles n'ont pas le même tissu routier que les États-Unis. On n'est pas dans... je ne sais pas, le même tissage du territoire, on a plus de trains. Enfin, j'essaie de voir un peu de positif là-dedans, avant de te lancer sur du coup, la question des ricains derrière. Alors, idéalement, oui. Mais pour que cet argument-là porte, il faut arriver à vaincre l'idée que la mondialisation permet d'avoir chez nous toutes les ressources qui existent chez les autres sans aucun problème. Aujourd'hui, en fait, cette idée que la décrue énergétique subie qu'on a en Europe est à elle seule un argument suffisant pour avancer beaucoup plus volontairement dans la voie de la décarbonation n'a pas trouvé son chemin auprès des têtes pensantes du monde économique et du monde politique. Ça n'a pas trouvé son chemin. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas trouvé son chemin? Pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que les informations qui permettent d'avoir un avis sur la situation sont des informations qui sont peu relayées par les médias. Tous les jours, on te parle du déficit public. On ne te parle pas tous les jours du déficit en disponibilité énergétique en Europe. On te parle tous les jours de la performance de la bourse. Il suffit d'écouter France Info le matin, tu as le cours de la bourse tous les matins. On ne te parle pas tous les jours du niveau de production ou du niveau d'importation. On ne te donne pas tous les jours les statistiques d'importation de pétrole au Havre. Donc en fait, on vit dans un monde dans lequel notre attention n'est pas portée spontanément sur des éléments de nature physique et notamment l'évolution de l'approvisionnement énergétique. Parce que si on le faisait, évidemment que ça serait plus présent dans la tête des gens, ils verraient année après année que ça décline et ils se diraient bah merde, c'est peut-être qu'on a un sujet et peut-être qu'il faut s'en occuper. Mais comme on ne donne pas cette information. Alors, un certain nombre de gens vont dire oui mais c'est pas grave, on pourrait avoir une information dérivée qui est le prix auquel on paye le pétrole et le gaz. Et si effectivement on a un problème d'approvisionnement, c'est que le prix doit devenir très élevé. Or le prix n'est pas très élevé, c'est donc qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement. Et ça vient de l'idée, j'allais dire naïve, pas naïve au sens où les gens sont idiots, mais naïve au sens où ça paraît du bon sens près de chez vous, comme dit l'autre là. C'est-à-dire la fameuse loi moins c'est cher et plus il y en a et moins il y en a et plus c'est cher. Et en fait cette loi ne s'applique pas aux commodités essentielles pour l'économie. Alors cette loi, elle s'applique par exemple aux prunes, ou aux cerises, ou au sac à main, mais elle ne s'applique pas au pétrole. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'applique aux prunes, aux cerises et au sac à main, mais pas au pétrole? Imaginons un monde dans lequel la production de prunes baisse fortement. Est-ce que ça empêche les gens d'aller au boulot? Non. Est-ce que ça empêche les gens de travailler? Sauf s'ils mangent que des prunes. C'est assez rare. Est-ce que c'est... Mais je suis d'accord, mais en l'occurrence, les gens qui sont totalement prunivores et rien d'autre, et on ne connaît pas beaucoup. Bon. Est-ce que ça empêche les gens de travailler? Non. Est-ce que ça empêche les gens d'acheter des trucs à part des prunes? Non. Donc ça, en gros, l'économie continue à fonctionner comme avant, juste il y a moins de prunes. Alors comme l'économie continue à fonctionner comme avant et que la production est la même, les revenus sont les mêmes. Parce qu'en économie, la production et les revenus, c'est la même chose, monétairement. Alors que la production est la même, les revenus sont les mêmes, les gens ont autant d'argent, il y a moins de prunes. Le prix de la prune monte.
J'aurais pu prendre l'exemple des cerises, c'est pareil, et j'aurais pu prendre l'exemple des sacs à main, c'est pareil, s'il y a moins de sacs à main, ça n'empêche pas les gens d'aller au boulot. S'il y a moins de pétrole, ça fait fonctionner moins de machines à pétrole. Comme l'économie est un système de machines qui transforment les ressources, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui fait la production, c'est les machines. Dire que nous avons tous des esclaves énergétiques partout, ça revient à dire que ce qui fait fonctionner le système économique, c'est les machines. Et du reste, effectivement, c'est les machines qui ont tissé ce truc-là, c'est des machines qui ont fait pousser le coton de ce truc-là, c'est pas des gens, c'est des machines qui ont transporté ce t-shirt une fois qu'il était fait, c'est des machines qui ont teint ce t-shirt, c'est des machines qui me l'ont proposé à la vente, un site internet ou une caisse enregistreuse de magasin, enfin des machines quoi, partout des machines. Bon. Donc comme c'est les machines qui bossent pour nous et que les machines ont besoin d'énergie, s'il y a moins d'énergie, il y a moins de machines qui bossent pour nous. Donc s'il y a moins de pétrole, la production économique en volume se contracte. Et comme la production économique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les revenus, ça veut dire que nos revenus réels, quelle que soit la convention qu'on puisse prendre sur l'inflation, baissent. Donc je me retrouve avec un produit moins disponible, le pétrole, et des revenus qui ont baissé. Qui me dit que le nouveau prix va être au-dessus ou en dessous de l'ancien? Personne, on n'en sait rien. Et en fait, c'est la raison ce que je viens d'expliquer, explique pourquoi, pardon pour la répétition, donne la réponse à la question qui est pourquoi est-ce que quand on regarde le passé, sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, on ne trouve aucun lien entre la quantité de pétrole disponible à la vente et le prix du baril. Il n'y a pas le moindre lien. Aujourd'hui, le monde économique, le monde des dirigeants économiques et le monde politique continuent à croire dur comme fer que si on doit avoir moins de pétrole de façon subie, on aura un prix du pétrole qui va augmenter très fortement. Ça, c'est vrai à très court terme. C'est-à-dire le jour où l'OPEP dit je supprime 1 million de barils jour, paf, le prix du baril monte. Mais ça dure une semaine, 1 mois, 3 mois. Et après, il se passe autre chose. Voilà. Et la seule chose qu'on puisse dire sur le prix d'une commodité essentielle à l'économie qui commence à manquer, c'est ni que son prix devient indéfiniment croissant, ni qu'il devient indéfiniment décroissant, c'est qu'il devient oscillant. Et quand on regarde ce qu'a fait le prix du baril de pétrole depuis maintenant 10-15 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de zigzaguer. Et en fait, elle est là, la marque du fait qu'on commence à avoir un sujet. Donc, pour finir de répondre à la question, donc dans un monde idéal, oui, ça serait très bien que la classe politique et la classe dirigeante économique unanime se disent « Oh là là, on commence à avoir chaud aux fesses avec la disponibilité en combustibles fossiles, donc on va se dépêcher de faire un truc bien conçu sur la décarbonation de l'économie, on va se dépêcher de faire des petites voitures électriques, de faire du leasing social et d'inciter les gens à remplacer leur pétrolette par des voitures électriques, ce qui sera incidemment rendra plus facile de faire des ZFE derrière. On va se dépêcher de pousser les gens à remplacer leur chaudière à fioul et à gaz par des pompes à chaleur après avoir isolé leur logement. Du reste, on va rendre l'isolation obligatoire dès qu'on a un ravalement d'immeubles. On va se dépêcher, d'accord ? On va se dépêcher d'électrifier les processus industriels à la hauteur de ce qui nous sera encore nécessaire, peut-être pas autant qu'aujourd'hui. On va se dépêcher de revitaliser l'agriculture. On va se dépêcher de faire tout ça parce que c'est notre plan de sauvegarde. Voilà. Ça serait idéal que les gens raisonnent comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils font. Si on acceptait de raisonner comme ça, par ailleurs, moi je pense que ça serait un mouvement pertinent pour notre pays, parce que ça correspond à ses forces historiques. Alors pourquoi je dis ça ? La France, elle a une tradition historique d'excellence dans l'optimisation sous contrainte aux deux extrémités du spectre économique, l'individu tout seul dans son coin et la grosse boîte. Alors je vais un peu élaborer. Nous avons historiquement des gens qui sont très bons dans le talent individuel d'optimisation sous contrainte. C'est pour ça qu'on a historiquement des bons pâtissiers, des bons cuisiniers, des bons jardiniers, des bons architectes, des bons ingénieurs, des bons mathématiciens. Donc quand on est dans le talent individuel, on est très bon. On a moins des bons physiciens parce que maintenant les prix Nobel de physique vont à des gens qui ont fait des expérimentations complexes, qui ont bossé en équipe et qui ont eu des gros budgets. Donc c'est un peu moins. Voilà. Mais mathématicien, tu vois, budget pour mettre des équations sur une feuille de papier, bon, d'accord. Donc là on continue à avoir des gens qui sont très bons. Et à l'autre extrémité du spectre, et ceci va avec cela, on est très bon dans la gestion des grands systèmes complexes. Donc on a historiquement en France produit de la norme intelligente qu'on a diffusée à large échelle, le système métrique, la délégation de services publics, la TVA, plein de trucs. Et plus récemment, la législation extra-financière sur les entreprises. Donc on est capable de faire de la norme intelligente qu'on exporte. Et par ailleurs, on a créé souvent un champion mondial dans chacune des industries qui étaient compliquées. Dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans le train.
donc les gros, BTP. les BTP, enfin, dans les gros machins compliqués, on a fait un très bon système hospitalier, on a fait un très bon système électrique, enfin voilà. Donc dans les gros machins compliqués, on est bon. Or, résoudre le problème, C'est un gros machin compliqué. c'est un énorme machin indémerdable, donc on devrait y aller, on devrait foncer parce qu'on aurait un avantage concurrentiel.